Alors, bonjour tout le monde. Christine Bouchard, je suis directrice générale d'Ampus pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Alors, c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on vous présente une clinique contre le harcèlement et les violences. Alors, on a la chance ce matin de commencer avec une présentation avec Madame Marie-Claude Garon, qui travaille et qui est spécialiste en gestion de crise pour l'organisme national. Je vais vous laisser le soin peut-être à la fin des présentations de se présenter si elle le désire. Donc, aujourd'hui, on va vraiment aborder les communications, donc cette première clinique. Donc, elle est avec nous. Bonjour, Madame Garon. Alors, veuillez ne pas oublier votre micro. Effectivement. Alors, ce jour, on a toujours un peu d'adaptation à faire avec Zoom. Donc, alors, comme je le disais, ce matin, nous commençons cette première présentation sur les communications en gestion de crise. Donc, vous êtes en présence d'une spécialiste sur la question. Alors, je vais laisser le soin donc à Madame Garon d'amorcer sa présentation. Simplement aussi vous rappeler qu'on est en mode webinaire. Donc, nous allons prendre les questions seulement sur le petit onglet questions et réponses et que nous ne répondrons pas aux questions par le chat. Donc, je vous invite vraiment à poser votre question à la fin de la présentation ou même durant, si vous en avez qui vous viennent durant la présentation. Donc, on répondra à la suite de la présentation. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose avant de commencer, Mme Garon? Je vous laisse la parole. Bien, premièrement, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je crois que oui, oui. Parfait, OK. Non, mais en fait, je suis très heureuse en fait d'être avec vous ce matin. Je vous ai préparé une présentation en fait qui va couvrir un peu les grandes lignes des communications en général, mais particulièrement dans un contexte d'enjeux et de crise. Je n'ai pas vraiment utilisé d'exemple en particulier, c'est vraiment d'y aller le plus large possible avec un éventail de recommandations qu'on vous fait. Donc, comme Christine le disait, n'hésitez pas à me poser des questions par la suite, ça va me faire plaisir. Alors, je vais partager mon écran. Une petite seconde. Alors, j'imagine que tout le monde voit bien l'écran? Alors oui, nous voyons très bien l'écran. Parfait. Donc, comme je le disais, pour débuter, l'objectif aujourd'hui du webinaire, c'est vraiment un objectif qui est plus global, c'est vraiment de protéger la réputation et d'assurer la pérennité des activités de votre organisation. Que vous soyez un établissement d'enseignement, une troupe en particulier, tout ce qu'on veut vous amener ce matin, c'est de vous apprendre à mieux gérer, en fait, de la meilleure façon possible, les communications qui entourent un enjeu ou une crise qui peut affecter votre fonctionnement, en fait, mais aussi votre image. À l'agenda aujourd'hui, on va regarder évidemment les grands principes de base des médias. C'est important de voir un peu qui ils sont, comment ils fonctionnent. Ça va vous donner une bonne idée de comment réagir avec eux. On va regarder la mécanique d'une bonne entrevue, mais les besoins des journalistes aussi en temps de crise. Le rôle des communications. Donc, je suis une spécialiste des communications, mais on n'est pas des spécialistes non plus de la gestion d'une crise qui serait technique, par exemple, un incendie ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment important là, de circonscrire le rôle des communications lors d'un enjeu ou d'une crise. On va regarder les grandes étapes d'une crise en termes de communication, les meilleures pratiques à adopter et aussi les conseils, quoi faire, quoi ne pas faire. Bien, les médias, pour commencer, c'est un peu en un clin d'œil qui ils sont. Mais vous le savez, là, la situation financière des médias n'est pas toujours facile. C'est des équipes qui sont réduites. La publicité prime, donc c'est vraiment la publicité avant tout. Le cycle de nouvelles, c'est vraiment du 24h7. Donc, une rapidité des informations. Souvent, les médias vont même tweeter l'information avant même d'avoir l'occasion d'écrire un article ou de faire un reportage télé. Maintenant, chaque média, il n'y a plus vraiment de version papier, là, à part encore le Journal de Montréal, mais ils ont tous des plateformes. Donc, même si on est habitué de lire la Presse Plus à chaque matin, n'empêche qu'il reste le site de Cyberpresse, donc lapresse.ca, qui, elle, peut mettre à jour des nouvelles à la minute. Donc, les deadlines pour les journalistes, c'est de plus en plus serré. Donc, ils recherchent l'information le plus rapidement possible. Ce qui m'amène au point suivant, qui est la recherche des scoops et des exclusivités. Il y a quand même plusieurs médias, qui soient des médias blogs, des médias télé, journaux, écrits et compagnie. Donc,
ils vont vouloir mettre l'information le plus rapidement possible avant qu'un compétiteur le fasse. Donc, c'est des informations qui sont souvent incomplètes. Je suis certaine que certains d'entre vous ont déjà reçu des alertes, par exemple, de TVA qui vous donne le titre d'une nouvelle en exclusivité et il n'y a aucune information, il est marqué « Détail à venir ». Mais ça vous montre un peu à quel point ça va vite et qu'on va être le premier à le sortir. Les journalistes aussi, pour ceux qui regardent, par exemple, la presse, il y a souvent dans la colonne sur le côté les 5 articles les plus lus. Fait qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi parfois une compétition entre les journalistes eux-mêmes qui veulent, au sein d'un même média, avoir l'article le plus lu pour un peu avoir la reconnaissance de leur pairs. Ils sont des généralistes plutôt que des spécialistes. Avant, on avait beaucoup de journalistes qui, il y en a encore par contre, surtout en finance notamment, qui se concentrent sur des sujets en particulier. Donc, ils ont développé une certaine expertise, ils connaissent le milieu, ils connaissent l'industrie, ils connaissent les grands acteurs. Donc, on a souvent affaire à ces personnes-là dans une pratique particulière. Par contre, la plupart des journalistes sont vraiment spécialistes. Donc, ce n'est pas nécessairement des personnes qui connaissent le sujet, ce qui peut amener parfois une malinterprétation des faits une fois qu'ils écrivent, par exemple, leur article. Les médias ne contrôlent pas, en fait, il n'y a pas un contrôle de tous les messages. Tous les médias et toutes les personnes ont accès à répondre à un tweet d'un des médias. Donc, tout le monde a son mot à dire, tout le monde a une opinion à partager. Ou encore, une personne, une organisation veut s'adresser aux médias, mais il y a trop de messages. Donc, il y en a certains seulement qui sont retenus. Puis, on se demande après, bien, comment ça, j'ai dit telle chose ou telle chose est importante, ça n'a pas été retenu. Donc, on ne peut pas tout contrôler par rapport à nos conversations avec les médias. Et ce qu'il reste des entrevues, donc pour ceux qui ont eu l'occasion, je ne sais pas si je dirais chance ou malchance, de faire des entrevues dans le passé, vous le savez par exemple qu'une entrevue, entre autres à la télé, qui peut durer, quand vous êtes face à face avec un média puis un caméraman, qui peut durer à peu près 20 minutes, va finalement se retrouver au bulletin de nouvelles. Ça va être une clip de 6 secondes dans un reportage total de 30 secondes. Donc, ça va être important, comme on le verra plus loin, de bien préparer ces messages clés et de savoir s'y tenir. Parce que même si on fait une entrevue avec un journaliste de la presse écrite, souvent, il n'y a qu'une ou deux citations qui sont retenues dans une discussion parfois qui peut durer plus de 45 minutes. Les journalistes, ce qu'ils détestent, et ça, c'est vraiment qu'ils soient là, à la radio, dans les journaux, sur le web ou à la télé, et particulièrement en temps de crise, comme on l'a vu tout à l'heure, la concurrence des autres médias, mais surtout des médias sociaux des autres médias, l'inaccessibilité principalement du porte-parole ou de pouvoir parler à quelqu'un de l'organisation. Souvent, on explique à des clients que c'est important de communiquer aussi dans les bons comme dans les mauvais jours. Ça permet, dans une gestion d'enjeux ou de crise, que si jamais on voulait prendre un recul et pas répondre tout de suite à un journaliste, bien, il y a quand même une relation qui s'est bâtie avec cette personne-là. Donc, il faut penser aussi que si vous aimez communiquer les bonnes nouvelles, que ce soit des prix que vous remportez, des nouveaux programmes, si vous voulez que ce soit repris dans les médias, il faut s'attendre aussi à ce que dans une crise ou un enjeu, bien, les médias vont s'attendre à une réciprocité de l'autre côté. Donc, je ne peux pas juste parler des bonnes choses. S'il se passe quelque chose dans votre organisation, c'est bien certain que le journaliste va vouloir vous parler et avoir de l'information. Les journalistes détestent être manipulés, ce qui veut dire, et là, c'est le gros enjeu avec les relations publiques, c'est quand on leur redonne les mêmes messages clés encore et encore. Et pourtant, c'est ce que nous, on essaie de dire aux personnes, de vous en tenir aux messages clés. Il faut juste trouver une manière, en fait, de dire les choses, de les expliquer différemment. Parce que si on dit toujours la même chose puis qu'on reste fermé à la même phrase classique, c'est quelque chose qu'ils détestent au plus haut point puis qui va souvent les encourager même à aller fouiller ailleurs d'autres sources pour avoir l'information. Le non-respect des heures de tombée, il y a quand même de moins en moins d'heures de tombée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec, entre autres, les médias sociaux. Par contre, quand un journaliste se doit, je prends encore l'exemple de la Presse Plus, de donner son article à son rédacteur en chef avant telle heure pour qu'il soit relu et intégré dans l'édition du lendemain, c'est sûr que si une organisation fait par exprès pour rappeler le journaliste une heure après, c'est quelque chose que le journaliste n'aimera pas. Donc, parfois, on est mieux de l'avertir
et de faire, si on donne une entrevue, de la faire le lendemain au lieu de faire par exprès, si je peux me permettre, d'attendre la fin de son heure de tombée. Avoir les questions avant les entrevues, honnêtement, c'est quelque chose qui ne se fait presque jamais. Certains médias, surtout quand c'est des rencontres one-on-one avec, par exemple, des chefs d'entreprise, on peut obtenir la liste de thématiques qui sera couverte, la direction que le journaliste veut prendre, par exemple, mais vous n'aurez pas les questions précises. Donc, si vous savez, par exemple, qu'il y a un enjeu au sein de votre organisation, puis que vous recevez un appel d'un journaliste, vous vous demandez si c'est vraiment pour cette situation-là qu'il vous appelle ou pour autre chose, il n'y a rien qui vous empêche de le contacter pour lui demander un peu dans quel angle il veut aller. Logiquement, il va vous le dire, donc ça va vous permettre un peu plus de vous enligner. Mais d'avoir les questions, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Et de revoir l'article avant publication, ben, c'est un peu la même chose. Il n'y a personne qui va vous donner l'article avant, que ce soit pour approbation, commentaire, rectification. Donc, il faut vraiment vivre avec ce que l'on dit. Un enjeu ou une crise, c'est tout incident, en fait, interne ou externe, qui serait susceptible de menacer, soit directement ou indirectement, que ce soit le bien-être, la sécurité, la santé, la réputation de votre organisation, qui peut fragiliser les fondations même de votre entreprise ou encore la confiance que l'on porte envers vous, doit être prise au sérieux et être gérée le plus rapidement possible. Vraiment, votre réputation, ça demeure votre actif le plus précieux. Vous le savez, une réputation, ça prend du temps à se bâtir, mais ça peut se défaire aussi assez rapidement. J'espère juste que vous voyez. Attendez, voilà. Les sources potentielles de crise ou d'un enjeu, il y en a plusieurs. J'ai décidé de synthétiser ça en quatre catégories pour vous permettre un peu de voir où est-ce que les enjeux et les crises se situent. Tout changement organisationnel, la gouvernance, les changements au sein de l'équipe de direction, par exemple, un directeur qui serait là depuis 15, 20, 30 ans, qui représente vraiment la fondation de l'organisation, ce n'est pas nécessairement une crise, mais ça peut devenir un enjeu. Donc, les événements liés au projet, aux produits, aux opérations, les perturbations externes, que ce soit les polémiques, l'activisme social, les cas de harcèlement ou d'inconduite sexuelle, c'est pas toujours quelque chose qui est issu au sein même de votre organisation, donc par exemple entre vos quatre murs, mais c'est des perturbations externes qui peuvent malheureusement avoir des grands impacts. Et tout est en jeu là, de sécurité, de situation d'urgence, de catastrophes naturelles et compagnie. Il faut aussi là, y penser, surtout quand l'organisation, par exemple, accueille, que ce soit des étudiants, des employés, de manière régulière, c'est quelque chose auquel il faut penser aussi. Bien, le rôle des communications là-dedans, comme je le disais au départ, les communications ne vont jamais passer par-dessus la sécurité, par exemple, des gens. On n'est pas là pour, les communications, on n'est pas là pour régler un problème d'incendie ou de choses comme ça. On est là pour assurer que des informations qui soient vraies, soient claires et vérifiées, soient partagées de manière orchestrée avec les bons messages, de la bonne façon, à vos différentes parties prenantes, qui soient internes ou externes, incluant les médias, les interactions sur les médias sociaux. On pense, entre autres, là, interne, externe, rapidement, parce que je vais utiliser ces termes-là régulièrement, mais interne, c'est tout ce qui est votre personnel administratif, les enseignants, les étudiants, les bénévoles, toutes les personnes qui vraiment circulent autour de l'organisation. Et externe, ça peut être vos partenaires avec qui vous faites régulièrement affaire, vos donateurs, des anciens, en fait, peut-être, qui travaillaient pour votre organisation, ou des anciens étudiants, les médias. Donc, c'est un peu les deux grandes catégories là, que je vais utiliser lors de cette présentation. Bien, les grandes étapes, il y a plein d'écoles de pensée par rapport aux étapes d'une bonne gestion des communications en temps de crise ou d'enjeu. J'essaie, moi, de faire le plus simple possible à chaque fois. Donc, les 4 grandes étapes, c'est vraiment bien, la prévention, la préparation, action et réaction et l'après-crise.
Mais la prévention, c'est des choses, c'est en fait à la base de la prévention, c'est l'acceptation que les risques existent. Donc, le fait de les identifier, de mettre en place un certain nombre de mesures d'encadrement ou de mitigation des risques en particulier, c'est déjà une bonne première étape. Donc, plusieurs d'entre vous, vous êtes probablement déjà dotés de plusieurs systèmes ou processus internes qui visent à prévenir des incidents, peu importe quels qu'ils soient. C'est important que ces procédures-là et tout cet arsenal préventif là, reste actuel et actif. Et surtout, il doit être revu à jour de manière régulière pour certains, au besoin pour d'autres, mais par-dessus tout appliqué à la lettre sans aucune forme de passe-droit ou de privilège accordé, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc, on pense à des politiques contre le harcèlement, des procédures pour le respect envers les employés, un code d'éthique qui serait connu et accessible par tous. On fait la vérification d'antécédents pour certains. Donc, quand je disais pas de passe-droit, c'est qu'on n'accorde aucun passe-droit à une personne en particulier. S'il y a une vérification, il est là pour tout le monde. On encadre nos porte-paroles, nos ambassadeurs, nos influenceurs. Si on travaille, par exemple, avec des célébrités via ces médias sociaux, ben, c'est important de bien les encadrer. On n'est jamais à l'abri, vous me direz, de ce qui peut arriver. Puis vous avez raison, dans la mouvance là, du mouvement MeToo, on a vu des personnes avec qui, des compagnies qui s'associaient avec des personnalités, puis par la suite ont regretté. Malheureusement, il n'y a rien qui permet d'assurer qu'on n'aura jamais de problème, mais il faut quand même prévenir ça. On fait une veille régulière des médias traditionnels et sociaux et toute autre plateforme comme les blogs. On se dote de mécanismes de réponse. À quel moment je réponds à un commentaire sur des médias sociaux? À quel moment je me dis cette conversation-là maintenant doit devenir dans le privé? Donc, on invite la personne à communiquer avec nous pour ne pas avoir le débat, par exemple, sur Facebook. Et on tient à jour la liste des parties prenantes, donc employés, étudiants, donateurs, bénévoles, avec tous les modes de communication qu'on a instaurés avec eux. Et surtout, si on instaure une communication régulière, puis régulière, ce n'est pas obligé d'être à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, mais en ayant des modes de communication, puis en communiquant de manière régulière, lorsqu'un enjeu ou une crise va arriver, vous allez communiquer avec eux, puis ça ne sera pas comme un lapin qui sort de son chapeau. Ça va être quelque chose qui est déjà établi comme processus. Ils vont être habitués à ça. Donc, ça aussi, ça représente un plus. Quelques recommandations dans la prévention. On essaye de confier à une personne ou une fonction la responsabilité de réviser les politiques. C'est souvent quelque chose qui, malheureusement, on a tous des agendas hyper chargés. Il n'y a jamais, c'est rare qu'il y ait une personne seulement dans l'organisation dont le rôle exclusif est de veiller à réviser ou à faire ces politiques-là. Donc, c'est important que ça ne tombe pas en 2 chaises. Et on fait des rappels ponctuels, des obligations clés, des responsabilités de chacun aussi. Par exemple, si on a de l'affichage des politiques sanitaires, particulièrement dans le cas de la COVID, dans certains locaux, ou encore une formation sur toute forme de harcèlement, c'est important de faire les rappels pour que tout le monde, par exemple, si elle est obligatoire, que tout le monde la fasse. Donc ça, c'est la partie prévention. Puis honnêtement, c'est quelque chose que toute organisation ou entreprise devrait avoir dans sa boîte à outils actuellement avant qu'une crise ou un enjeu survienne. La deuxième étape, c'est la préparation. Alors là, il y a un incident qui arrive, il y a une crise qui se produit. Notre recommandation, c'est sûr, ça va toujours d'avoir un petit comité de gestion de crise. Évidemment, c'est selon les ressources nécessaires. Parfois, il va y avoir des membres du CA qui vont être impliqués, parfois d'autres fois non. Mais l'objectif, c'est d'établir les canaux de communication efficaces avec les publics concernés. On veut favoriser la transmission d'informations le plus rapidement possible et de manière le plus claire. On veut contrôler les messages et surtout transmettre une image positive et responsable de l'organisation. On identifie un porte-parole. Souvent, on va penser que ça doit être le directeur général ou le président du CA. Honnêtement, c'est vraiment la personne qui est la plus à l'aise avec les médias et le sujet en question. Je vous dirais quasiment, peu importe son rôle dans l'organisation, la personne qui va être la plus à même de livrer les messages, ça peut être la porte-parole désignée pour un incident. Bref, on établit les responsabilités de chacun. Lorsqu'un incident arrive, ce qu'on vous conseille de faire, évidemment, c'est de se poser les grandes questions. On dispose quand même de peu de temps souvent pour mettre en place
un plan de communication là, lors d'une gestion d'un enjeu. Donc, essentiellement, on veut une réponse rapide en lien avec l'environnement puis l'incident pour réduire les risques d'amplification d'une crise. Donc, c'est vraiment les classiques, là, les qui, quoi, comment, quand, pourquoi. Chaque incident est unique. Donc, ces questions-là, par exemple, c'est vraiment ça vous sert de guide uniquement, mais il doit être adapté évidemment là, à chaque incident et surtout au niveau de sévérité d'une crise. Il pourrait y avoir plein d'autres questions, mais grosso modo, c'est pour vous donner une idée en fait de qu'est-ce qu'il faut se poser comme question. Bien, par la suite, une fois qu'on a un portrait un petit peu plus, un portrait d'ensemble ou un petit peu plus global du moins de la situation, bien, il faut prendre une décision. Est-ce que c'est plus important de communiquer à l'interne ou à l'externe? Est-ce qu'on communique proactivement, par exemple, avec les médias ou on va réagir ou on va communiquer de manière réactive? On va voir un peu les avantages et les inconvénients là, de ces deux approches-là dans la prochaine diapo. Avec quel outil? Est-ce qu'on envoie un courriel ou une lettre à nos publics internes? Est-ce qu'on envoie un avis média ou on fait un communiqué de presse au complet? Est-ce qu'on fait simplement une publication sur les médias sociaux? Ou est-ce qu'on fait un post sur notre site web uniquement? Est-ce qu'on fréquente, à quelle fréquence communiquer? Doit-on communiquer, par exemple, un enjeu? Est-ce que c'est important que je parle à mes employés à tous les jours, 2 fois par jour, ou seulement pour les prévenir et les prévenir à la suite, à la fin, quand l'incident va être terminé? Qu'est-ce que je dis? Et surtout, qu'est-ce que je réponds aux questions que je pourrais recevoir? Donc, c'est un peu l'espèce de plan qu'on doit mettre en œuvre et se préparer en fonction de communiquer à nos différents publics. Pardon. Donc, communiquer de manière proactive, en temps général, bien, ça nous permet de se positionner comme un leader. On fait valoir notre expertise, on démontre nos habiletés, on peut positionner nos membres, que ce soit nos artistes, notre CA, on montre notre offre à quel point qu'elle est différente de celle des autres. Les avantages, c'est qu'on choisit le moment. On a le temps de se préparer, généralement aussi, et on contrôle les messages. Les désavantages, par contre, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur les réactions. Donc, si la nouvelle d'un incident au sein de votre organisation n'est pas encore sortie dans les médias et que vous le faites proactivement, ça va venir comme un cheveu sur la soupe, fait qu'on ne peut pas contrôler la manière dont ça va être repris. Est-ce que vous allez faire la une du Journal de Montréal demain ou ça va être repris dans une brève simplement ou parce que vous l'avez communiqué proactivement, selon encore là la sévérité de l'incident, on ne peut pas savoir de quelle manière ça va être repris. On fait attention aussi à ne pas utiliser plusieurs messages à la fois. Souvent, on veut dire beaucoup de choses. N'oubliez pas, les médias ne sont pas non plus des spécialistes, donc ils risquent de retenir le message qui, pour eux, trouve qu'il est le plus d'intérêt public. Donc, on fait attention aussi à ce qu'on veut dire, parce que quand on veut communiquer proactivement, souvent, c'est parce qu'on a plusieurs choses à dire. Et on n'a aucune confirmation d'une couverture médiatique. Autant que l'annonce peut tomber entre deux chaises, ça, c'est souvent quand c'est des bonnes nouvelles, parce qu'honnêtement, quand c'est des moins bonnes nouvelles, il y a beaucoup plus de chances, par exemple, que malheureusement, que ce soit repris. Communiquer de manière réactive, bien, soit qu'on tire profit d'une nouvelle ou d'une annonce, que ce soit une subvention gouvernementale, un nouveau programme, ou encore qu'on réagit à quelque chose, et là, particulièrement lorsqu'il y a un enjeu ou une crise, que ça nous concerne directement ou indirectement. On veut rectifier une information, remettre les pendules à l'heure, les points sur les i. Donc, c'est sûr que de communiquer de manière réactive, bien, il y a des avantages. Ça démontre qu'on est à notre affaire. Donc, on ne se met pas la tête dans le sable. Ça démontre qu'on a un engagement au sein de la société, qu'on a un désir de résoudre un conflit ou de, comme je disais tout à l'heure, de rectifier les faits ou d'être un peu accountable pour une situation qui a pu se produire. Hein. Ça démontre aussi une confiance en notre organisation. Si on est prêt à réagir, c'est parce qu'on n'a pas honte, notre organisation est solide et qu'on est prêt à répondre. Par contre, bien, on ne choisit pas le timing. Délai rapide, il faut se revirer sur un 30 sous assez rapidement. Si le média vous appelle, c'est parce que l'article ne sortira pas dans 2 semaines. Donc, il faut vraiment être prêt rapidement. Et ce qu'on ne l'est pas toujours, soit qu'on ne maîtrise pas les informations, un média peut vous appeler et vous poser des questions sur tel incident, vous ne
maîtrisez pas tous les détails de cet incident-là. Donc, il est impossible pour vous, pour l'instant, de réagir ou de commenter de manière, pas dire crédible, mais de manière un peu plus, pour amener une plus-value, en fait. Ou encore, certaines organisations, malheureusement, ont des processus d'approbation qui sont interminables, ce qui veut dire qu'un simple avis média, parfois, peut prendre plusieurs heures, voire des jours. Donc, on est en train là, de perdre la bataille de notre réputation parce qu'on n'arrive pas à réagir dans des délais qui sont assez rapides. Mais dans tous les cas, que vous communiquiez proactivement ou réactivement, il faut y aller avec transparence, avec honnêteté, puis avec humilité. Humilité, particulièrement dans un contexte de crise ou d'enjeu. C'est important de ne pas avoir la grosse tête, de ne pas être sur la défensive. Donc, ces trois aspects-là se traduisent par à avoir une certaine ouverture à partager une information ou à commenter une nouvelle, savoir garder confidentiel ce qui doit l'être, puis reconnaître sa responsabilité, que ce soit pour des actions qui ont lieu hier, aujourd'hui, pour les actions qui auront lieu demain, mais aussi au nom de ses propres actions, mais de celles de ses membres, des membres de son équipe. Donc, vous engagez telle personne fait partie d'un comment dire, mais est ciblée, par exemple, dans un incident en particulier. Cette personne-là est encore un membre de votre organisation, un membre de votre personnel. Il faut quand même être assez accountable, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est un peu l'humilité dont je parlais. Bien, les messages clés, en fait, c'est ce qu'on va dire. On les veut en nombre limité. On veut démontrer les faits tels qu'ils le sont. On présente notre position, les valeurs de l'organisation relativement à l'incident. On fait connaître les décisions importantes qui sont prises par l'organisation, qu'elles soient prises maintenant ou prises éventuellement. Encore là, toujours avec empathie et respect. Les questions-réponses, en fait, c'est le prolongement de vos messages. Donc, c'est bien beau de dire, je vais faire un avis média, je vais l'envoyer aux médias ou le média m'appelle, je lui donne, par exemple, je suis prêt à lui accorder une entrevue. Il ne faut pas juste penser à nos messages à nous, il faut penser aux réponses qu'on va donner. Que ce soit, en fait, puis ça, c'est pas juste aux médias, hein, c'est par rapport avec vos employés, vos partenaires, des étudiants. C'est vraiment qu'est-ce que vous allez répondre aux questions qu'ils vont vous poser. Ces questions-réponses-là ont plusieurs fonctions, notamment d'approfondir votre connaissance de l'incident en imaginant toutes les questions susceptibles d'être posées, d'assurer aussi que toutes les parties prenantes aient les mêmes réponses. On ne commence pas à dire une chose à un, dire quelque chose à l'autre. Surtout dans une petite industrie comme la vôtre, tout finit par se savoir. Donc, c'est important d'avoir les mêmes réponses. Ça permet aussi d'outiller les porte-paroles pour qu'ils se les approprient, qu'ils se mettent les mots dans leur bouche à eux et qu'ils puissent trouver les questions-réponses de manière le plus fluide possible. Quelqu'un peut écrire un document questions-réponses, l'envoyer au porte-parole, ça va quand même être important pour cette personne-là de se les approprier et d'être à l'aise avec ce qu'elle va dire. Et ça clarifie aussi surtout les limites du territoire de communication en déterminant les questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. On va le voir plus loin dans les meilleures pratiques. Un élément, c'est de rester dans votre champ d'expertise. Donc, de préparer une question-réponse qui va être en dehors de votre champ, c'est aussi de préparer la réponse que vous allez donner quand vous allez vous faire poser la question. Donc, question-réponse, c'est souvent quelque chose qu'on fait par la suite, mais c'est important dans l'ordre d'écrire ces messages clés et en se disant, c'est ce que je vais dire à mes parties prenantes. Maintenant, quelles questions je vais recevoir? Et ces questions-réponses-là peuvent autant servir à vos parties prenantes qu'à vos propres médias sociaux également, avec les commentaires que vous pourriez recevoir. La troisième étape, c'est l'action. En fait, on est rendu là, dans la troisième étape, à la réévaluation de la situation. Parce qu'un enjeu, ça peut rapidement dégénérer en crise, parce qu'une crise peut aussi évoluer dans le temps. La situation se doit d'être revue régulièrement. Donc, en tout temps, le plan d'action peut être ou doit être modifié si la situation vient à changer. Donc, les questions à se poser, il y en a encore là, c'est quelques-unes. Est-ce que la situation a évolué? Est-ce que l'information que j'ai partagée aux médias, sur mes médias sociaux ou à mes parties prenantes, est-ce qu'elle est encore à jour? Est-ce qu'il y a eu une évolution?
Est-ce qu'on a toutes les réponses aux questions que l'on reçoit? Est-ce qu'on communique en nombre suffisant? Est-ce qu'on reçoit des commentaires comme quoi « je ne comprends pas, c'est pas clair, j'ai besoin de plus de précision » et comment se passent les conversations sur les médias sociaux? Est-ce que le ton des commentaires est cordial? Est-ce qu'il est agressif? Est-ce que je reçois une panoplie de communication puis de commentaires ou de messages qui m'amèneraient peut-être à penser ou à envisager de faire une seconde communication avec des éléments à jour? C'est des questions auxquelles il faut se poser. Et cette étape-là, elle peut perdurer dans le temps, autant qu'elle peut être évaluée, par exemple, dans la même journée, 3 fois dans la même journée, comme elle peut l'être 3 fois dans une semaine ou 3 fois dans un mois. Donc, c'est vraiment la nature de la situation qui nous amène à réévaluer selon l'événement. L'après-crise, donc la dernière étape, on veut sortir d'une crise, c'est la transition, c'est la fin de l'incident. Il faut savoir mettre fin à l'état de crise puis entrer dans une phase de récupération. Et vous avez aussi le droit de, pas le contrôle, mais le droit de décider du moins à quel moment aussi vous voulez le faire. Donc, selon la situation, ça peut vouloir dire, pardon, je vais juste fermer ça parce que j'ai des personnes. Parfait. Ça peut vouloir dire reconnaître ou décider que la crise est terminée, mesurer les impacts sur les opérations à court terme puis moyen terme, puis on veut développer un plan de transition et des initiatives ciblées. Donc, la crise a lieu, les communications avec les médias, les communications avec les parties prenantes. On a l'impression qu'on a pas mal fait le tour, en fait, là, du chapeau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour aller de l'avant? Les 2 recommandations souvent qu'on propose, c'est de faire un post-mortem avec le bilan des impacts sur les opérations de la réputation. La couverture médiatique a été comment? Est-ce que j'ai reçu des courriels ou des appels de donateurs ou d'anciens, en fait? Et un bilan de la gestion de la crise, encore une fois, pour une amélioration aussi continue en matière de communication. Donc, c'est quoi l'efficacité des actions que j'ai posées? Est-ce que, clairement, on n'a peut-être pas communiqué assez? La prochaine fois, il va falloir penser à communiquer de manière plus directe. Pour certaines entreprises, ceux, par exemple, et c'est peut-être moins votre cas, mais dans les usines où les gens n'ont pas nécessairement une adresse courriel avec laquelle ils vont voir leur message de manière régulière, mais il faut trouver des nouveaux moyens de communication plus rapides. Donc, il faut vraiment tirer des leçons de la crise, comment on l'a géré de manière communicationnelle et envisager en fait toute action future qui pourrait être posée par la suite. Donc, une fois qu'on en a tiré des leçons, c'est important aussi. Finalement, relation avec les diverses parties prenantes, c'est pas parce que le média a arrêté de parler de votre histoire que ce n'est plus une crise. Peut-être qu'elle n'est plus dans l'espace public, mais là, on veut vraiment mettre un point final et c'est important de voir vos parties prenantes. Donc, encore là, que ce soit vos employés, vos partenaires et compagnie, ce qui peut aller d'une simple, par exemple, série d'appels de l'organisation ou que ce soit à l'organisation de consultations ou encore d'annoncer des initiatives encore plus ciblées, encore là, dépendamment de l'incident, mais c'est vraiment dans une vision à long terme. On veut limiter les éventuelles mauvaises perceptions de l'organisation qui auraient pu être causées par l'incident. On veut renforcer la confiance au sein du réseau. C'est surtout les relations avec les parties prenantes, c'est vraiment un élément clé pour revenir à la normale. Maintenant, on est rendu à la partie à faire et ne pas faire. Et là, c'est vraiment une liste de choses qu'on vous propose. C'est beaucoup de choses à retenir. Heureusement, vous aurez accès à cette documentation-là. Je vais passer des points un après l'autre. Mais il n'y a rien... C'est un peu la Bible, en fait, des entrevues médias. Que ce soit une entrevue à la télé, à la radio ou à un journal, que ce soit un appel préparatoire, comme je disais tout à l'heure, un média vous appelle pour un incident, vous voulez vous assurer, en fait, un peu de connaître la direction qu'il va prendre. Vous avez le droit de communiquer avec lui, mais préparez-vous et gardez ça toujours en tête. Quand je dis aussi à faire et à ne pas faire avec les médias,
certains, pas tous, mais certains points, ça va aussi bien pour la discussion avec les employés qu'avec les partenaires, donc toutes les parties prenantes. Pas tous, mais la plupart. Donc, le premier, c'est démontrer de l'empathie. On veut se montrer compréhensif, avoir un côté humain par rapport à la situation, particulièrement quand le bien-être d'une personne est en jeu. Il ne faut jamais diminuer les impacts ou les conséquences qu'une situation peut avoir sur une personne. On ne connaît pas la personne par cœur, on ne connaît pas son passé, on n'était pas là sur ce qu'elle aurait pu vivre, que ce soit par exemple un abus verbal ou physique. Donc, on démontre de l'empathie sans juger. On connaît ces messages clés et on essaie de s'y tenir en tout temps, évidemment en ayant une certaine flexibilité pour ne pas sembler être un repos qui ne fait que répéter. Donc, on répond aux questions avec précision, avec des réponses qui sont claires, qui sont simples, qui sont concises. Souvent, on dit le sujet, verbe, complément. Ben, c'est à peu près ça. Dans un langage aussi qui est compréhensible. Peut-être que dans votre industrie, vous avez certains termes qui ne sont pas nécessairement connus de tous, de toutes les parties prenantes ou des médias, mais c'est important de ne pas parler en jargon, de vraiment prendre un vocabulaire qui est clair. Si une question, vous l'avez mal comprise, vous avez le droit de demander des éclaircissements ou de faire répéter la question. Essayez pas de vous la remettre en tête. J'ai-tu bien compris? Vous avez le droit. Donc, n'hésitez jamais à dire « Est-ce que c'est ça que vous me demandez? » Il va vous dire oui ou non. Sinon, il va reposer la question autrement. Simplifiez les questions qui sont complexes ou qui sont multiples. Souvent, une question peut avoir 4 lignes puis prendre 1 minute à poser. Donc, c'est souvent une question qui est multiple. On répond à une question à la fois. Donc, ce qu'on peut dire simplement, c'est que il y a plusieurs éléments dans la question que vous m'avez posée. Laissez-moi d'abord peut-être y aller une à la fois. Donc, sur cette question, voici ma réponse. Vous m'avez demandé ensuite telle chose, mais voici ma réponse. Donc, on essaie de décortiquer un peu. Sinon, on va s'emmêler les pattes, on va se mêler dans nos informations. Puis, encore là, si on veut garder en tête nos messages clés, c'est important d'y aller question par question. Ne pas hésiter à avouer que l'on ne connaît pas une réponse. On ne ment jamais à personne, on n'invente aucune réponse. Si vous ne connaissez pas la réponse, mais que vous dites aller la chercher à la bonne personne et revenir, que ce soit à un parent, à un enseignant ou à un média, il faut revenir. Sinon, vous avez l'air de quelqu'un qui ne veut pas répondre à la question. Mais c'est tout à fait normal de ne pas connaître les réponses à toutes les questions. Évitez de spéculer. Souvent, un média va vous dire, par exemple, « Oui, mais si telle chose était à refaire ou si l'année prochaine, telle chose se passait », on garde le focus sur ce que vous savez maintenant, sur le moment précis. On ne sait pas ce qui va arriver l'année prochaine. Il va y avoir une deuxième vague de COVID. Est-ce que vous allez faire, par exemple, tous les antécédents pas juridiques, mais vérifier les antécédents d'une personne avant de l'engager? Vous ne pouvez pas connaître tous les squelettes dans le placard. Donc, on parle de ce qu'on sait maintenant. On ne spécule pas sur l'avenir. On ne revient pas sur le passé. C'est quelque chose qu'on essaie vraiment d'éviter le plus possible. Éviter de comparer une situation à une autre. Aucun incident, de toute manière, n'est identique un à l'autre. Puis surtout, on ne maîtrise pas les éléments d'une autre situation qui ne nous aurait pas touchés directement. Donc, si on veut comparer des pommes avec des pommes, mais sinon, on ne le fait pas. On parle encore une fois de ce qu'on connaît maintenant, de notre organisation, de l'événement qui nous touche directement ou indirectement maintenant. On utilise des formules de transition pour revenir sur vos messages. Ça veut dire quand un journaliste essaie de vous amener sur un autre territoire lequel que vous ne voulez pas aller. On prend des formules de transition. Par exemple, je comprends votre point, mais l'important, c'est de se rappeler que notre organisation a des procédures en place, blablabla. De répondre à un journaliste, ces éléments sont exacts, mais j'aimerais aujourd'hui qu'on mette l'emphase sur ce qu'on a mis en place comme organisation. Donc, vous voyez, on essaie toujours de revenir sur nos messages clés. Donc, des formules de transition, en anglais, on dit du bridging, donc de faire le pont, en fait, entre la question et où est-ce qu'on veut amener le journaliste. Donc, c'est des phrases qu'on peut faire utiliser.
qui nous permettent d'avoir l'air à notre affaire, de comprendre le point de vue du média, mais en même temps, de l'amener où est-ce que nous, on veut répondre. On ne réagit pas aux rumeurs, aux oui-dire, on se concentre sur les faits. S'il y a une rumeur qui court, lorsque vous aurez la confirmation, que ce soit par un post Facebook, un blog, une dénonciation, un journaliste sur place, peu importe, on pourra réagir, mais tant que ça reste des rumeurs et des oui-dire, on ne commande pas, on ne réagit pas, mais par exemple, on va chercher l'information. On n'offre pas son opinion personnelle, sa propre appréciation, une expérience qu'on aurait vécue ou une hypothèse. Rappelez-vous, vous parlez toujours au nom de l'organisation, même si vous n'êtes pas le porte-parole, vous travaillez là, vous êtes dans une situation d'enjeu ou de crise, vous n'allez pas à la maison puis dire votre opinion personnelle dans un souper de famille ou à l'extérieur. Pensez toujours professionnel. On désamorce les insinuations avant de répondre aux questions. Si la question comporte déjà des erreurs, bien, il faut le dire avant d'y répondre. Donc, par exemple, bien, votre question est super intéressante, mais j'aimerais quand même préciser que telle information est fausse, c'est plutôt ça qui s'est passé. Ou, bien, malheureusement, tel monsieur, il y a des éléments de votre question qui sont fausses. Si vous me permettez tout d'abord de rectifier certains faits, voici réellement telle chose qui s'est passée. On demeure dans le cadre de ses connaissances, donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. En fait, vous n'êtes pas un expert de tout, vous êtes un expert de ce que vous faites, de votre organisation. Donc, si vous êtes pour parler d'un plan d'évacuation d'urgence, ce n'est pas votre expertise. Vous pouvez simplement dire que vous en avez un en place, puis que ça fera plaisir, par exemple, de revenir à la personne avec plus de détails, mais de ne pas s'entremêler les pattes dans quelque chose dont vous n'êtes pas l'expert. Considérez toujours que vous êtes en onde ou en direct. On dit souvent que le off the record n'existe pas. Donc, pensez toujours que si vous êtes, c'est surtout par rapport avec un journaliste, gardez toujours en tête que tout ce que vous dites, que ce soit à la radio, ça peut déjà être en onde. Si vous pensez qu'une caméra est éteinte et qu'elle ne l'est pas, et là, on parle principalement pour une crise qui serait assez importante, mais on va le voir plus loin, le journaliste n'est pas votre ami, en fait. N'oubliez jamais ça. Ne pas combler les silences à tout prix. Ça, c'est particulièrement dans des entrevues radio. Surtout avec la COVID, les personnes ne vont plus faire des entrevues nécessairement dans les studios. Ça se fait beaucoup par téléphone. Donc, on a l'impression, comme invité, que c'est à nous de parler, que c'est à nous d'animer la discussion. Ce n'est pas notre travail, c'est celui du journaliste. Donc, le journaliste va vous poser une question, vous répondez, mais quand vous avez terminé, bien, vous avez terminé. Des fois, il va y avoir un trou, comme celui-là, et là, on se sent dans l'obligation de vouloir compléter, de vouloir en rajouter. Ce n'est pas notre travail. Et c'est là, souvent, qu'on va ouvrir, malheureusement, la porte à dire des choses qui ne sont pas dans nos messages clés, que « Ah, j'aurais pas dû aller jusque-là, j'aurais pas dû dire ça, j'étais allé trop loin. » Donc, efforcez-vous de répondre à la question et d'arrêter par la suite. Tenir pour acquis, bien, comme je disais tout à l'heure, que tout ce que vous pouvez dire peut avoir une incidence sur ce que le journaliste, tout ce que vous dites, pardon, peut avoir une incidence sur ce que le journaliste va écrire ou décrire. Et ça, là, c'est la même chose sur vos propres plateformes personnelles de médias sociaux. C'est facile maintenant de taper votre nom dans LinkedIn, de taper votre nom dans Facebook. Puis, on voit que vous avez mis un commentaire aussi qui va complètement à l'encontre de la direction prise par votre organisation. Si moi, je suis capable de le faire, votre enfant est capable de le faire, un média est capable de le faire aussi. Donc, attention à ce qu'on dit, à ce qu'on publie, à ce qu'on partage, à ce qu'on répond. Encore là, ça peut nous jouer des mauvais tours. Puis, le fameux pas de commentaire, on essaie jamais de répondre avec « je préfère pas commenter ». Si vous préférez pas commenter, puis ça se peut, puis vous avez le droit, mais tentez quand même de justifier. Est-ce que c'est parce qu'il y a un aspect légal qui est impossible de commenter? Est-ce que, par exemple, la situation est en cours d'enquête puis que je ne peux pas me permettre pour l'instant de nuire au travail de tel policier ou de tel expert? Ou encore, j'aimerais ça
pouvoir répondre à vos questions, mais malheureusement, pour le moment, je ne possède pas les informations qui vont me permettre d'y répondre. Laissez-moi mettre la main, de dresser un portrait de la situation. Ça va me faire plaisir après, plaisir en guillemets, mais de vous reparler. Donc, essayez de ne pas répondre avec pas de commentaires, mais de justifier le pourquoi, en fait. Et finalement, bien, il y a des éléments à retenir. Un, faites-vous confiance. Vous êtes l'expert de votre organisation, le média ne l'est pas. Vous savez ce qui se passe, vous connaissez votre monde, vous savez les procédures qui sont en place, vous savez les belles choses que vous faites au quotidien. Donc, faites-vous confiance là-dessus. Laissez-vous pas démolir par un article ou par une rumeur ou par un oui-dire. Vous contrôlez les réponses. C'est le journaliste qui contrôle ses questions, mais vous contrôlez vos réponses. Puis vous avez le pouvoir, en répondant à une question, de diriger le média vers sa prochaine question. Ça, on peut le pratiquer même dans la vie de tous les jours avec nos conjoints. Quand on sait qu'on veut s'en aller dans telle direction, on est capable d'influencer la discussion pour ramener le journaliste. Donc, c'est une partie qui se joue à deux. Ce n'est pas le contrôle et pas que dans la main du média. Vous décidez en tout temps, ou presque, là, des conditions de l'entrevue, l'heure, l'endroit qui vous convient. Sinon, bien, dans le cas inverse, là, bien, vous pouvez décider que l'entrevue n'aura pas lieu. Encore là, si un média arrive à la porte d'entrée de votre établissement parce qu'il s'est passé quelque chose, que vous ne décidez pas à ce moment-ci de l'heure et de l'endroit parce que le journaliste est à 1 mètre de vous, vous pouvez sortir le pas de commentaire, mais avec la justification. Écoutez, je viens d'arriver, je viens de prendre connaissance de ce qui se passe. Me laissez-vous m'assurer que toute ma gang est correcte, que je maîtrise la situation, puis je vais revenir vous voir après. Et finalement, bien, la préparation, autant la préparation en lien avec la première étape que je vous ai dit au tout début, qui est vraiment la première étape là, d'une bonne gestion des communications en temps de crise ou d'enjeu. Mais si vous vous adonnez à dire « je suis prêt, je vais donner une entrevue média », préparez-vous, message clé, questions-réponses. L'idée, c'est de ne pas avoir l'air d'un robot, mais de démontrer que vous maîtrisez, en fait, votre contenu, la situation et vos messages. Et voilà. C'est ce qui fait le tour de ma présentation. J'espère que je n'ai pas parlé trop lentement ou trop vite. Bien, écoutez, merci beaucoup, Marie-Christine, de cette présentation. C'était fort intéressant. Je voudrais juste peut-être rappeler, on a commencé tantôt un petit peu, j'avais besoin d'une gorgée de café. Alors, je rappellerai juste correctement ton titre. Donc, Marie-Christine Garon, elle est directrice et leader du secteur sport et loisirs chez la firme de relations, le cabinet, firme de relations publiques nationales. Ouais. Donc, voilà, je ne sais pas si tu veux parler un peu de ton expérience, te présenter, on n'a pas fait rentrer, donc je trouve ça important puisque tu es spécialiste dans ces domaines-là. Donc, je trouve ça très enrichissant ce que tu nous as présenté aujourd'hui. Ça permet de parfois rafraîchir, mais aussi de nous rappeler certaines choses parce qu'on sait comment c'est pas facile d'être devant une caméra ou de gérer une crise. On est souvent impliqué émotivement, donc je pense que c'est un bon tour d'horizon que tu nous as présenté aujourd'hui. Alors, je te laisse la parole. Et puis, j'inviterais peut-être juste les participants à ne pas hésiter, ceux qui sont avec nous. On a quand même près d'une trentaine de personnes avec nous en ce moment. Donc, de poser des questions-réponses. On va prendre les questions par la suite là, par le Q&A. Donc, vous avez au bas de votre écran, poser des questions. Parfait. Bien, effectivement, je suis chez National depuis bientôt 7 ans. Même si on voudrait faire des communications corporatives ou des communications dans divers enjeux, bien, la nature de notre travail fait effectivement que souvent, on a des enjeux ou des crises à régler. Je pense qu'un des beaux succès, en fait, auxquels j'ai pu participer en tant que leader de sport et loisirs, ça a été, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand les athlètes du ski alpin, des victimes de Bertrand Charret, avaient décidé de sortir. C'est un mandat qu'on a pris au bureau, que j'ai pris moi vraiment aussi à titre personnel. L'objectif des 4 skieuses et après des 8 skieuses qui sont sorties, c'était pas pour
faire une campagne de salissage. Je veux dire, le procès avait déjà eu lieu et tout ça. Leur nom avait été caché pendant plusieurs années parce qu'elles étaient mineures à l'époque. Donc, elles ont demandé à la Cour, par exemple, de pouvoir avoir une levée de l'interdiction de leur nom pour demander des changements dans le milieu sportif auprès du gouvernement provincial et fédéral. Donc, notamment, c'était, on le sait, les fédérations sportives et tout autre, même dans le monde culturel, ben, les subventions et l'argent des gouvernements, ça représente souvent une bonne portion de notre financement. Donc, ce qu'on voulait amener, c'était les gouvernements à obliger les organisations, fédérations quelconques, sport, culture, à mettre en place un programme de protection contre les artistes, contre les athlètes, mais aussi contre les entraîneurs et les professeurs. En fait, c'est de protéger tout le monde. Et si une organisation n'arrivait pas à prouver, par exemple, qu'elle a ça mis en place, bien, les budgets étaient coupés. Donc, ce n'était pas une manière, on ne voulait pas être radical, mais on en parle depuis des années de ce type d'environnement-là, parfois qui sont malsains. Puis on a de la misère à voir comment ça que des choses se produisent encore, comment qu'une personne peut être bafouée dans ses droits, puis comment qu'elle peut avoir de la difficulté, dans le fond, à s'exprimer publiquement. Donc, ça, c'est une des campagnes qu'on a menées. Mais sinon, côté le sport et loisirs, j'ai vraiment l'occasion de toucher à tout, là, que ce soit ben là, le monde du cirque, le ski, les motoneiges. Donc, ça touche vraiment un milieu qui est moins corporatif, qui fait plus appel à la passion des gens. Autant les motoneigistes que n'importe qui, c'est des personnes qui sont passionnées de ce qu'ils font. Donc, c'est un peu énergisant, en fait, de travailler dans ces domaines-là en particulier. Merci de cette présentation-là. Écoutez, je constate qu'il n'y a pas de questions. Je peux peut-être en poser une qui me vient à l'esprit. Je pense que c'est important dans les communications, on pense souvent aux relations médias, c'est d'informer, d'aviser lorsqu'on veut une crise, nos partenaires, de bien identifier à qui on doit porter le message, parce qu'on a tendance à penser médias systématiquement, mais on sait que dans la gestion d'une crise, peu importe la nature de la crise, la communication avec l'ensemble de nos partenaires, j'aime pas le mot clientèle, mais c'est nos clientèles, hein, ça peut être, dépendamment de la nature de nos activités. Ça, j'aimerais ça peut-être que tu nous en parles un peu plus, parce que parfois, il y a des gens, moi, dans les conversations que j'ai pu avoir, est-ce qu'on doit ou pas communiquer? Quelle est notre position? Est-ce qu'on cache l'information? Est-ce qu'on doit au contraire être vraiment transparent avec nos partenaires, nos différentes clientèles, internes, externes? Bien, en fait, souvent, je pense qu'on se sent pressé de répondre particulièrement aux médias parce que c'est eux qui mettent de la pression. C'est ce que les gens lisent tous les jours, hein, quand on se lève le matin ou des alertes qui popent maintenant à tout bout de champ sur nos cellulaires. Hein. Puis, c'est ce qui fait qu'on priorise peut-être cette voie-là plutôt que de prioriser, dans le fond, les personnes qui sont à la base même de notre organisation. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu reprendre le contrôle sur les médias au sens que c'est des personnes comme nous qui ont des délais, qui ont des défis au quotidien aussi, mais ça ne nous empêche pas comme organisation de prioriser. Donc, je pense qu'à la base, d'avoir un petit comité de gestion de crise, ça permet aussi de faire l'éventail des personnes avec qui on a communiqué, puis dans quel ordre. Si je prends par exemple une organisation au hasard comme un Moisson Montréal, bien, s'il y avait un rappel de nourriture, c'est bien certain que les premières personnes avec qui on va parler, ça va être à ceux avec qui on l'a donné. Après ça va être les médias. Si c'est tel enjeu, ça va être telle autre personne. Donc, ça va toujours dépendre de l'incident puis de la sévérité, en fait, de l'enjeu ou de la crise. Mais ne jamais oublier ces parties prenantes. Si un journaliste vous appelle, vous donnez une entrevue, vous savez que ça va sortir, par exemple, à 6 heures au bulletin de nouvelles ce soir à TVA, il n'y a rien qui vous empêche d'envoyer un courriel à vos partenaires, de planifier un appel conférence avec les membres de votre CA avant que le reportage sort. Ou, en fait, d'envoyer un courriel à vos employés au même moment où ça sort. Donc, il ne faut jamais, jamais minimiser, en fait, ces parties prenantes-là. Les médias vont vous courir après quand il y a une mauvaise nouvelle. Vous courez après quand vous avez une bonne nouvelle. Donc, il faut aussi savoir gérer ça.
bien dit parce que je pense que c'est souvent là un questionnement qu'on observe sur le terrain que j'ai pu moi-même observer au cours de ma carrière, à savoir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, à qui on doit le dire, donc dans des situations délicates, donc dans les divers contextes. Donc, je pense que ça, je pense que la transparence est bien évaluée. Je pense qu'une des erreurs, c'est quand on l'apprend par nos médias, que nos employés l'apprennent par les médias, que notre conseil d'administration l'apprenne. Donc, ça, je pense que c'est important de... Bien, c'est catastrophique parce qu'on est en mode réactif après. Donc, si Exactement. on veut communiquer proactivement, bien, c'est là qu'on contrôle le plus les messages. Alors, on a une question qui vient d'entrer. C'est dans quelle mesure on doit ajuster nos communications par sous-groupe des parties prenantes? Bien, en fait, premièrement, c'est important de donner la même information à tout le monde, mais vous n'êtes pas obligé de prioriser l'information selon à qui vous vous adressez. Donc, si par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, quelqu'un au sein de vos employés, il y a quelqu'un qui dénonce un employé, par exemple, pour toute forme d'abus. On prend un exemple là, que depuis des mois, on voit. Là. Ça va être important, par exemple, si vous vous adressez aux parents, de rappeler à quel point c'est la sécurité et la santé, le bien-être, par exemple, des étudiants qui sont le plus prioritaires. Tu as beau dire ça à un média, puis on va le mettre toujours dans un avis média qu'on va leur donner. Par contre, eux, ce qui vont s'intéresser, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce que vous pensez faire pour la suite. Donc, grosso modo, on en revient toujours au même message clé. C'est juste qu'on va les prioriser selon à qui vous parlez. Parlez-vous à un parent? Parlez-vous à un membre du CA? Le membre du CA, ce qui va l'intéresser, probablement, c'est la réputation. Et c'est de voir la pérennité, en fait, des activités de l'organisation. Est-ce qu'on va sortir de cette crise-là? De quelle manière? On va perdre des plumes? Comment on va se remonter? Donc, encore là, ça revient aux messages clés. Ils sont juste comme si on les mettait en paragraphes. On joue avec l'ordre des paragraphes pour rassurer la personne sur ce qu'elle veut entendre en premier. J'espère que ça répond à la question. Est-ce que, moi, ce qui me venait en tête pendant que tu parlais, c'était est-ce qu'on doit établir des plans de communication différents entre interne et externe? Parce qu'on parle souvent de communication, on a un plan de communication interne, on a un plan de communication externe, ce n'est pas nécessairement la même chose qu'on doit dire au niveau des actions. Donc, dans un cas de gestion de crise, je présume qu'on doit établir la même chose. Oui, en fait, moi, je recommanderais d'avoir un plan de communication avec les deux volets tout le temps parce que vous ne savez pas à quel moment l'interne peut avoir priorité sur l'externe et compagnie. Donc, c'est important d'avoir un plan de communication qui va couvrir vraiment l'éventail des choses que vous avez à faire. Même dans la première étape qui était la préparation, c'était beaucoup, beaucoup de choses internes. Mais je pense que dans la préparation, communiquer avec les médias en temps normal, donc dans les bons jours également, peut amener une base qui va nous aider lorsqu'un enjeu ou une crise va arriver. Donc, ça, c'est externe, mais les procédures sont internes, par exemple, toutes les formations ou les codes d'éthique. Donc, je recommanderais vraiment à tous d'avoir un plan de communication. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose qui est compliqué. Ça fait juste déterminer les responsabilités de chacun, l'éventail des parties prenantes à qui on doit parler. Et ça nous permet aussi d'identifier certains risques potentiels, de s'y préparer mentalement, puis de reconnaître qu'ils peuvent aussi arriver. Personne n'est à l'abri, en fait, de quelque chose qui peut se produire. Il n'y a pas d'autres questions dans les questions-réponses, mais moi, j'en ai une autre. OK. Quand on doit constituer un comité de gestion de crise, Ouais. Dépendamment de la nature de la crise, est-ce que ce serait bien de réfléchir à qui doit être sur ce comité-là? Spontanément, on se dit « Ah, ça va être mon conseil d'administration ». Mais je pense que dans certaines situations, est-ce qu'on devrait avoir, par exemple, notre conseiller juridique, notre directeur des ressources humaines, ou etc. Donc, dépendamment de la nature de la crise, d'avoir aussi des spécialistes impliqués, que ce soit légal ou en ressources humaines. Par exemple, là, on parlait de la question du harcèlement sexuel et des agressions, dépendamment de la nature. Comment bien composer un comité de gestion de crise? Parce que ce n'est pas nécessairement que la responsabilité d'un conseil d'administration, je comprends que ça prend ça, mais je pense que peut-être que d'avoir d'autres personnes ou d'autres expertises, ça peut nous aider selon la crise. Bien, c'est une excellente question. Oui, effectivement, ça dépend de la nature de la crise, mais peut-être d'avoir des personnes qu'on identifie déjà à qui on aurait accès aux besoins. Et ça dépend aussi des ressources que vous avez disponibles et de la grosseur de l'organisation.
Mais en général, c'est sûr que quand on commence à parler d'harcèlement ou que ce soit physique ou psychologique, d'avoir puis surtout si ça s'en va du côté légal, police et compagnie, c'est sûr que d'avoir l'aspect légal, c'est important. D'avoir quelqu'un aux ressources humaines, ça pourrait aussi aider. Sous-estimez pas d'avoir quelqu'un qui connaît bien les médias sociaux, qui a accès aux plateformes. C'est souvent quelque chose. Parfois, c'est des personnes qui sont plus juniors dans l'organisation. Parfois, c'est quelqu'un qui est un directeur ou une directrice des communications puis qui a aussi le chapeau de gérer ça, mais que dans le moment présent, elle n'a pas le temps. Donc, il faut aussi penser à se trouver des substituts. Je pense que légal, ressources humaines, quelqu'un qui va savoir bien rédiger aussi, quelqu'un qui va pouvoir, un porte-parole, il ne faut pas l'oublier non plus, et quelqu'un qui va pouvoir faire les veilles traditionnelles, médias traditionnels, médias sociaux, c'est super important aussi. Encore là, il n'y a pas toutes les organisations qui peuvent avoir accès de manière permanente à ces ressources-là. Mais il y a plein de ressources externes qui existent aussi qui permettent, dans le fond, de vous soutenir là, de manière ponctuelle s'il y avait un événement ou une crise. Donc, c'est important d'être bien entouré de diverses expertises. Parfois, ça peut impliquer un peu d'investissement financier ou peut-être du bénévolat si on connaît des gens qui peuvent nous aider. Mais je pense que c'est important parce que selon la nature de la crise, ne serait-ce que légal, qu'est-ce qu'on peut ou pas communiquer, Bien, pas juste ça, etc. hein. On est tellement dans l'émotion quand quelque chose se passe dans notre organisation qu'on a souvent soit des œillères ou qu'on a le sujet trop devant nous, d'avoir un certain pas de recul, d'avoir quelqu'un d'autre qui va venir t'amener un élément, puis tu vas faire, oh, j'avais pas pensé à ça ou j'avais complètement oublié ça. C'est juste d'avoir quelqu'un qui vient te refaire tes checks. Ça permet aussi d'avoir une vision différente, de voir plus large, parce qu'on est tous de la même manière. Quand l'émotion embarque dans un enjeu, c'est sûr que les idées se brouillent. J'ai une autre question. Oui. Vous parlez de réseaux sociaux, donc l'importance aussi, la veille n'est plus que médiatique aujourd'hui. On sait que ça se passe sur les réseaux sociaux. On connaît les réseaux sociaux traditionnels, mais comment ça fonctionne, cette veille de médias sociaux? Parce qu'on n'a pas toujours, on connaît ça ou on a quelqu'un qui fait un peu tout dans l'organisation, mais est-ce qu'aujourd'hui, il existe des mécanismes de veille structurés des médias sociaux? Parce que parfois, on va trouver, mais ça peut sortir d'un endroit qu'on ne soupçonne pas du tout parce que Oui. c'est pas dans nos réseaux d'amis, là. Oui, Alors, moi, comment je ça fonctionne? suis pas une experte de cette veille-là parce que j'ai la chance d'avoir une équipe qui fait ça, mais effectivement, puis ça, si on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un qui le fait pour nous de manière régulière, peut-être juste de prendre une formation pour maîtriser les outils puis la mécanique, puis le faire ensuite. Mais il y a des outils qui existent comme Sysomos, entre autres, où c'est un peu la même chose, un peu comme du Google, où tu rentres des mots-clés et qui te permet d'avoir euh, qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qui a été dit sur quelle plateforme avec ces mots-clés-là. Parce que faire le tour de Twitter, faire le tour de Facebook, des fois, c'est des pages privées, des fois d'autres que non. Ça peut devenir des blogs, il y en a, ça finit plus. Des fois, ce n'est pas la nature du blog, ça peut être un commentaire en dessous. Donc, c'est quand même un travail qui est assez laborieux. Donc, il y a des agences qui ne font que ça. Il y a des agences qui peuvent vous donner une formation pour vous aider à maîtriser ces outils-là. Mais ça va venir avec le temps aussi. Mais oui, il y a une manière très structurée de faire cette veille-là maintenant, comme on peut la faire sur Google ou comme des compagnies comme Eureka ou Cision le font plus pour les médias de type traditionnel. Donc, en cas d'une crise majeure, est-ce que tu conseilles vraiment de soit faire appel à des agences ou d'aller chercher une petite formation? Parce que parfois, est-ce que vous avez déjà vu des situations où ça prend plus d'espace, on l'a vu, hein, dans les médias sociaux, puis c'est après coup que ça vient dans les médias? Donc, dans la préparation, là, il y a aussi le fait que vous donnez la formation de gestion, la formation média, de vous la donner 2 heures avant de faire l'entrevue, c'est pas c'est pas le meilleur scénario. Fait que d'avoir la formation de comment apprendre à faire des veilles ou à rechercher sur les médias sociaux
une heure après qu'on a vu la première publication sortir, c'est pas non plus le meilleur scénario. Donc, c'est sûr qu'on vous recommande de mettre dans votre petite boîte à outils déjà ces formations-là. Puis encore là, ça va dépendre de vos capacités. S'il y a une personne qui suit la formation dans votre organisation, puis que ça donne que cette personne-là quitte, il y a aussi des personnes qui partent avec les connaissances, ou que c'est quelqu'un qui est bénévole, qui n'est pas disponible lorsqu'un enjeu va éclater. Donc, il faut juste penser à vos ressources, à vos moyens financiers aussi, malheureusement, d'aller chercher ces formations-là. Mais je pense que c'est important de mettre ça en place avant. Parce que oui, c'est vrai, quand ça commence à déborder sur des médias sociaux, on en voit, là, parfois, c'est des veilles qui sont des veilles continues, là, de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Là. On prend une petite pause, puis la personne va recommencer à 8 heures le même matin. Ça peut vraiment être un travail laborieux. Mais encore là, ça dépend aussi de la nature. Des fois, ça peut être un article qui sort, un autre article le lendemain. La presse, par exemple, peut reprendre l'article sur son Facebook. Donc, ça reste assez précis, la diffusion. Donc, on peut se permettre de faire la veille nous-mêmes, mais parfois, quand ça déborde, c'est sûr que... Je prends bonne note du conseil, donc je pense qu'en plus, je vais prendre bonne note. Peut-être que c'est une formation qu'on devrait inscrire dans aux professionnels là, sur justement la veille des réseaux sociaux. Puis ça m'amène à une autre peut-être formation sur comment parler aux médias. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, on peut le faire dans le cadre quand on est artiste, on a peut-être l'habitude, mais quand on est gestionnaire ou on est des gens qui doivent prendre parole, on n'a pas toujours d'avoir 3 caméras devant nous à l'époque, quand on pense par exemple aux politiciens qui sont des juniors en politique et qui sont devant là, la COVID, on a peut-être moins ça présentement, mais lorsqu'on a une conférence de presse, tu donnais l'exemple ce qui s'est passé dans le sport avec Benoît Charest. Donc, on sait qu'il y avait eu une conférence de presse, on sait qu'il faut avoir quand même une capacité de répondre aux médias. Donc, est-ce que vous conseillez ça aussi, cette formation-là? Ça peut aider l'organisation. Oui, je pense que c'est important. Puis, ce n'est pas des formations qui durent 2-3 jours. Ça peut être une demi-journée, en fait. Donc, on reprend grosso modo la mécanique des médias, mais vous l'avez déjà vu ce matin. Mais après ça, on saute directement dans la simulation d'entrevue. Alors, on a la chance d'avoir 2 anciens journalistes qui travaillent avec nous. Pour certains, peut-être que vous allez vous rappeler là, de Alexandre Dumas, Radio-Canada. Donc, c'est des personnes qui sont habituées vraiment à la mécanique d'entrevue. Donc, ils vont vous faire l'entrevue aussi. Et celui qui donne la formation, c'est Gary Arpin, qui est aussi un ancien journaliste. Donc, on n'est pas là pour vous coincer. On est là pour vous faire une entrevue qui va bien se dérouler. C'est sûr qu'on est là pour vous faire une entrevue qui va être un petit peu plus corsée. Mais c'est vraiment pour vous mettre le plus à l'aise possible. Mais encore là, il faut se pratiquer, se pratiquer, se pratiquer. Mais c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Et surtout pendant COVID, et je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, mais les entrevues à la télé, elles se font beaucoup par téléphone, beaucoup par vidéoconférence. Donc, on contrôle déjà plus son environnement. Donc, c'est pas à négliger. Alors, j'ai déjà des réactions là, sur les questions-réponses. Est-ce que c'est le genre de formation que vous faites? Oui, c'est des formations que l'on fait qui peut durer, comme je disais, selon le nombre de personnes qu'on a à faire des simulations. Ça peut être d'une demi-journée à une journée au complet. Si je ne me trompe pas, il faudrait que je regarde, mais je pense que ça tourne autour de 3500 pour une demi-journée. Et combien de personnes on peut être à ce genre de choses-là? Parce que c'est un coût, évidemment, je pense à nos organisations qui peut être élevé. Est-ce que si jamais on piste organisait ce genre de formation, est-ce qu'on peut être plusieurs ou c'est du 1 à 1, du 2 à 2? Non. Ça peut être plusieurs personnes. C'est sûr que les simulations d'entrevue, on ne peut pas non plus faire interviewer, par exemple, 8 personnes en même temps. Mais si, par exemple, vous avez un regroupement puis vous êtes, je ne sais pas moi, une dizaine de personnes, vous pouvez totalement, par Zoom, comme là ce matin, faire la formation par Gary. C'est sûr que moi, je vais parler avec lui pour déjà lui montrer ce qu'on a vu pour qu'on puisse skipper ça puis avancer dans d'autres choses. Et par la suite, faire des simulations. Donc, les personnes se mettent en mute sur le côté. Christine, je fais la simulation avec toi. Les autres regardent, on en tire des leçons, on change de personne. Et tout ça peut se faire sur 1 ou 2 scénarios qu'on aura pu déjà préétablir ensemble. Donc, qui est directement lié à votre organisation, à votre industrie. Donc, 2 scénarios complètement différents pour essayer de toucher à tout.
Donc, c'est sûr que si on a 20 personnes dans une demi-journée, faire 20 simulations, ça va être un peu difficile, mais je dirais que c'est tout à fait possible dans une demi-journée d'être un petit groupe et de le faire, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a certaines formations qu'on donne qui peuvent être similaires, c'est-à-dire qu'il y a un corpus commun qui est donné et on accorde du temps, 1 heure individuelle aux participants d'une formation. Donc, ça permet de dire on a une théorie en groupe, puis après, Oui. c'est du 1 à 1. Donc, ça permet d'organiser, ou du 2-3 en sous-groupe pour faciliter, parce que ça peut être 2-3 personnes d'une même organisation. Donc, Ben oui, mais puis là, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient quand même de couvrir une bonne partie de la théorie. Fait qu'on pourrait déjà plonger. dans la pratique. Oui, si on travaillait sur 2 scénarios, on pourrait déjà plonger sur la pratique. Puis ce que j'allais dire aussi, sur la formation, j'ai perdu mon idée. Ça va revenir peut-être. Alors, bien, écoutez, moi, je ne vois pas d'autres questions. J'inviterais, en tout cas, il nous reste encore les participants avec nous. Ce serait le moment. Je prends une dernière question. Il ne semble rien rentrer là, pour le moment par les questions-réponses. Alors, ça a vraiment été enrichissant. Merci beaucoup, Ça fait plaisir. Marie-Christine, de cette formation-là. Pour la suite des choses, bien, je pense qu'on a peut-être 2 beaux sujets de formation pour nous à offrir à notre communauté. Donc, on en prend bonne note. Et puis, voilà. Ah, ce que je voulais vous dire, excusez, Oui. j'ai dû penser, c'est que Gary Arpin, celui qui donne la formation, est accrédité par Emploi Québec. Donc, ça Parfait. rentre dans le 1% de formation quand ça peut aider les gens. Oui. C'était Oui. juste pour vous dire. Voilà. Et nous, en piste, on a accès à des formations Parfait. pour ce genre de formation-là. Donc, on en prend bonne note, puis je pense que ce sera quelque chose d'intéressant à offrir aux compagnies pour les assister dans tout ça. Alors, intéressant. Donc, bien, merci Mais merci de à nous vous. avoir accordé ce temps-là. Ça fait Merci. plaisir. Au revoir. Au revoir.